précisément sur ce territoire que l'historiographie appelle la Basse-Nubie. Or, on est bien avancé déjà sur le territoire historique de Tamérie, comme vous pouvez le voir. De la même manière, on retrouve des pyramides à Méroé, ce qui montre une continuité culturelle évidente sur ces territoires. La plupart des ouvrages actuellement disponibles qui parlent de ce territoire justifient l'appellation Nubie par le fait qu'on y trouvait de l'or en abondance. Les populations qui vivent sur ce territoire, chacun peut le constater lorsqu'on parle du Darfour par exemple, présentent naturellement la complexion de peau la plus noire qui soit. Pour être bien clair, il n'existe pas au monde de population plus noire que les Soudanais. Maintenant, par Soudanais, je souhaite qu'on entende pas seulement les populations du Soudan actuel, pays qui résulte d'un découpage colonial arbitraire, parce que les Tchadiens sont des Soudanais, les Sénégalais sont des Soudanais, les Maliens sont des Soudanais, etc. Et le terme Soudan lui-même provient de l'expression arabe Blad es-Soudan qui signifie littéralement le pays des Noirs. Maintenant, pour bien inscrire dans l'esprit de chacun que le terme soudanais ne fait pas exclusivement référence au Soudan actuel, j'évoquerai un ouvrage bien connu dans l'historiographie africaine, à savoir le Tariq es-Soudan. Ce livre a été rédigé vers 1655 par Abdel Saadi, un kamite arabisant, dans lequel ce dernier présente précisément l'histoire du Soudan précolonial. Or, bien évidemment, dans cet ouvrage, il est question de l'empire du Mali avec Soundiata, du Songhai avec Soni Alibert, de Ghana avec les Askia, etc., ce qui nous situe déjà dans le golfe de Guinée. Il est donc bien évident que dans la compréhension originelle du terme Soudan, celui-ci englobait des populations qui se retrouvent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Du reste, l'ancien nom colonial du Ghana actuel est la Côte d'Or, nom qui perpétue cette tradition qui consiste à voir dans ce territoire la source de tout l'or qui aura alimenté des siècles durant non seulement les temples de Kemet, mais également ceux du Mali, du Songhai et de Ghana. Il est donc juste, nous semble-t-il, si l'on s'en tient aux éléments précités, de dire que ce Soudan historique, cette Nubie historique, s'étend en réalité d'est en ouest, puisque tous ces territoires sont le domaine des empires décrits par Abdel Saadi dans le Tariq es-Soudan. On ne peut pas appeler Soudanais et donc Nubiens des populations qui vivent au Ghana, même si le Ghana actuel n'est qu'une partie du Ghana historique, sans que les populations qui vivent au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire ne soient elles aussi des Nubiens. Tout comme on ne peut pas appeler Nubiens des populations qui vivent au Tchad sans que celles du Nigeria, du Cameroun et du Centrafrique ne soient elles aussi considérées comme telles. Cela tombe sous le sens pour l'unique raison que ces pays que je viens de citer sont en réalité des créations coloniales non opératives dès lors qu'il s'agit de décrire l'Afrique précoloniale. Le terme nubien en lui-même apparaît pour la première fois dans la géographie de Strabon, qui est un auteur grec du 1er siècle de l'ère actuelle. Ce n'est donc pas un terme kamite, mais bien un mot employé par les Grecs du début de l'ère actuelle pour désigner les habitants de cette région. Ce qui est curieux, et j'aimerais maintenant attirer votre attention là-dessus, c'est que le mot Nubie est absolument absent de la géographie kamite. Pour nommer cette région, les Kamites employaient un terme générique qui est Tasseti et qui signifie le pays de l'arc, parfois traduit par le pays des archers. Et cette région était divisée en deux territoires, Wawat d'une part et Couche d'autre part. Ainsi donc, le terme Nubie
n'est pas un terme africain, mais un terme employé par les Grecs, je le répète, pour désigner le territoire dont il est question dans cette communication. Or, ce territoire historique porte un autre nom, comme on le voit sur cette carte, qui représente la géographie du monde vue par Strabon. Ce territoire porte le nom historique d'Éthiopie et la côte occidentale de l'Afrique est appelée Éthiopie occidentale. Ce qui montre bien, s'il le fallait encore, que le terme Éthiopie employé par les Grecs ne désigne pas seulement l'Éthiopie actuelle, mais toute l'Afrique connue de cette époque par les Grecs, et notamment l'actuel Mali, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. Ce qui me permet de rappeler ce que disait déjà Diodore de Sicile, auteur grec contemporain de Strabon, à propos de Kémet. Celui-ci écrit dans sa bibliothèque historique: on soutient que les Éthiopiens sont les premiers de tous les hommes et que les preuves en sont évidentes. D'abord, tout le monde étant à peu près d'accord qu'ils ne sont pas venus de l'étranger et qu'ils sont nés dans le pays même, on peut à juste titre les appeler autochtones. Ensuite, il paraît manifeste pour tous les hommes qui habitent le Midi que tous les hommes qui habitent le Midi sont probablement sortis les premiers du sein de la terre, car la chaleur du soleil séchant la terre humide et la rendant propre à la génération des animaux, il est vraisemblable que la région la plus voisine du soleil a été la première peuplée d'êtres vivants. On prétend aussi que les Éthiopiens ont les premiers enseigné aux hommes à vénérer les dieux, à leur offrir des sacrifices, à faire des pompes, des solennités sacrées et d'autres cérémonies par lesquelles les hommes pratiquent le culte divin. Aussi sont-ils partout célébrés pour leur piété, et leurs sacrifices paraissent être les plus agréables à la divinité. À l'appui de cela, nous avons le témoignage du poète le plus ancien et le plus admiré des Grecs, qui nous représente dans son Iliade Jupiter et les autres immortels se rendant en Éthiopie pour recevoir les offrandes et les festins que les Éthiopiens leur offrent tous les ans. Jupiter a traversé hier l'océan pour se rendre chez les braves Éthiopiens qui lui préparent un festin. Tous les dieux le suivaient. On remarque que les Éthiopiens ont recueilli de la part des dieux la récompense de leur piété en n'ayant jamais essuyé le joug d'aucun despote étranger. En effet, de tout temps, ils ont conservé leur liberté et, grâce à leur union, ils n'ont jamais été soumis par les souverains qui ont marché contre eux et donc aucun n'a réussi dans son entreprise. Cambyse, qui avait tenté une expédition en Éthiopie, y perdit toute son armée et courut lui-même les plus grands dangers. Sémiramis, si renommée par la grandeur de ses entreprises et de ses exploits, à peine s'était-elle avancée dans l'Éthiopie qu'elle abandonna aussitôt le projet de faire la guerre aux habitants de ce pays. Hercule et Bacchus, en parcourant toute la terre, ont épargné les seuls Éthiopiens habitant au-dessus de l'Égypte par égard à la piété de cette nation en même temps qu'à cause de la difficulté de l'entreprise. Les Éthiopiens disent que les Égyptiens descendent d'une de leurs colonies qui fut conduite en Égypte par Osiris, et ils ajoutent que ce pays n'était au commencement du monde qu'une mer, mais qu'ensuite le Nil, charriant dans ses crues le limon importé de l'Éthiopie, a peu à peu formé les atterrissements. S'appuyant sur ce qui se passe aux embouchures du Nil, il démontre clairement que toute l'Égypte est l'ouvrage de ce fleuve. Tous les ans, le terrain est exaucé par l'apport du limon et le sol s'agrandit aux dépens de la mer. Ils disent en outre que la plupart des coutumes égyptiennes sont d'origine éthiopienne, en tant que les colonies conservent les traditions de la métropole. Que le respect pour les rois, considérés comme des dieux, le rite des funérailles et beaucoup d'autres usages sont des institutions éthiopiennes. Enfin, que les types de la sculpture et les caractères de l'écriture sont également empruntés aux Éthiopiens. Les Égyptiens ont en effet deux sortes d'écriture particulières, l'une appelée vulgaire
le démotique, qui est apprise par tout le monde, l'autre appelé sacré l'hiératique, connu des prêtres seuls et qui leur est enseigné de père en fils parmi les choses secrètes. Or, les Éthiopiens font indifféremment usage de l'une et de l'autre écriture. L'ordre des prêtres est, chez les deux nations établies sur les mêmes bases. Ceux qui sont voués au culte des dieux font les mêmes purifications, ils se rasent et sont vêtus de la même façon, et ils portent tous un sceptre en forme de charrue. Les rois des deux nations portent aussi un sceptre semblable. Ils ont de plus sur la tête un bonnet long, ombiliqué au sommet et entouré de ces serpents que l'on nomme aspics. Cet ornement semble indiquer que quiconque ose commettre un attentat contre le roi est condamné à des morsures mortelles. Les Éthiopiens allèguent encore beaucoup d'autres preuves de leur antiquité et de leur colonie égyptienne, mais nous pouvons nous dispenser de les rapporter. Naturellement, nous aurions souhaité que Diodore de Sicile apporte d'autres preuves pour étayer notre discours, mais cela semblait déjà évident à son époque et c'est sans doute la raison pour laquelle il aura décidé de s'arrêter à ses premières évidences. L'allusion à Osiris comme étant le personnage qui aura conduit une colonie éthiopienne dans le delta, donc la région qui constitue l'Égypte telle qu'on la connaît aujourd'hui, est absolument capitale et je vous invite à la retenir à ce niveau de la communication. Nous l'avons dit, le terme Nubie n'est pas un terme africain, mais bien un terme employé par les Grecs, terme que l'on retrouve pour la première fois dans le livre Géographie de Strabon. Habituellement, pour expliquer ce terme, la plupart des ouvrages l'associent à l'or que l'on trouvait en abondance dans cette partie de l'Afrique. La question qu'on peut dès lors se poser est de savoir pourquoi les Grecs ont employé ce mot pour désigner ce territoire et par quelle évidence ce mot est-il associé à l'or. Curieusement, c'est en Égypte antique et non en Grèce que nous parviennent les premiers éléments d'une réponse. En effet, l'or dans la langue pharaonique se dit Nébou et c'est à partir de cette racine qu'est formé le terme nubien ou Nubie. La question est donc de savoir pourquoi Strabon, qui est un grec, utilise un mot d'étymologie africaine pour désigner un territoire que les Africains eux-mêmes connaissaient sous le nom de Tassétie. En clair, pourquoi Strabon invente-t-il une nouvelle étymologie pour désigner ce territoire et pourquoi utilise-t-il un terme africain pour ce néologisme alors que le mot or se traduit parfaitement dans sa langue maternelle qui est le grec? J'aurais aimé avoir chacune de vos réponses car je dois vous dire que c'est une question qui m'a longtemps fatigué et j'ai finalement eu le mot de l'énigme que je vais maintenant partager avec vous. En réalité, Strabon laisse ici paraître un pan important de la tradition africaine qui aura nourri sa Grèce natale des siècles durant. Et ce n'est pas un hasard si Strabon emploie le terme nubien pour désigner les Africains et spécifiquement ceux-là qui ont la complexion de peau la plus noire qui soit. Pour le comprendre, il faut d'abord savoir que ce que représente l'or dans la tradition kamite. Non seulement ce métal représente la pureté, mais il est également l'attribut exclusif des Nétérous. Les Kamites l'appelaient la chair des dieux. Dans l'esprit du mot, Nubie ne fait pas référence à l'or en tant que métal précieux, mais aux populations dont l'apparence physique était traditionnellement associée à ce métal. Donc, Strabon ici exprime sa connaissance des rites initiatiques de la vallée du Nil, raison pour laquelle il se trouve à utiliser un terme africain et non grec, c'est-à-dire Nébou, pour désigner ce peuple dont Osiris, suivant la tradition, fut le Messie. Souvenons-nous que les Grecs disaient de ces Éthiopiens, de ces Nubiens, qu'ils étaient beaux et noirs comme des dieux. Ceci explique également pourquoi tous les héros grecs, sans exception, ont initialement été représentés avec la couleur noire.
Je fais bien évidemment référence ici aux fameux vases à figure noire de la tradition grecque, qui sont les premières représentations des héros de ce qui deviendra plus tard la mythologie grecque.